Ma vie entière n'était qu'un mensonge. Nous n'étions pas ceux que nous prétendions être. Je suis assis dans mon bureau, les yeux rivés sur une coupure de presse encadrée d'octobre 1983, et j'ai encore du mal à croire que c'est ma vie. Il y a 6 mois, j'étais un mécano fauché. Ma femme venait de partir s'installer en France avec nos enfants. Je dormais dans la maison de ma défunte mère parce que je n'avais plus les moyens de payer un loyer nulle part. Aujourd'hui, mes enfants dorment à l'étage, dans une maison que je n'aurais jamais cru pouvoir posséder, et j'ai un père biologique dont j'ignorais l'existence il y a encore quelques mois. Un homme à la tête d'1/4 milliard de dollars. Laissez-moi reprendre depuis le début, parce que c'est de la folie. Je m'appelle Marcus. J'ai 43 ans et, jusqu'à ce printemps, je possédais le garage Foster Auto Repair à Duluth, dans le Minnesota. J'avais racheté l'atelier il y a 18 ans, avec l'argent de l'assurance vie, après la mort de mon père, Robert. C'était un plombier qui n'avait jamais raté un seul de mes matchs de baseball. Il m'a appris que le travail et l'honnêteté étaient les valeurs les plus importantes. Il est mort en réparant un évier de cuisine. Crise cardiaque à 52 ans. Tombé raide mort en serrant une vanne. Ce garage, c'était mon rêve. J'ai commencé par les voitures de collection parce que c'était ma passion. Des vieilles Mustang, des Camaro, des Corvettes. Mais quand l'économie s'est effondrée, cette clientèle a disparu. Je me suis rabattu sur les réparations classiques pour garder la tête hors de l'eau. Mais je ne pouvais pas rivaliser avec les grandes chaînes qui cassaient les prix. Puis, un client m'a poursuivi en justice pour un problème de transmission, prétendant que j'avais bousillé son moteur, ce qui était faux. Mon assurance a couvert le règlement à l'amiable, mais elle m'a résilié dans la foulée. Sans assurance, je ne pouvais plus exploiter le garage légalement. C'était la fin. J'ai déposé le bilan et j'ai regardé tout ce que j'avais bâti pendant près de 20 ans s'effondrer. Mon mariage battait déjà de l'aile. Ma femme, Sarah, prenait des cours de français depuis 2 ans, officiellement pour son boulot dans une boîte d'import-export. Son patron, Laurent Moreau, n'était qu'un nom sur son téléphone, quelqu'un qui avait besoin d'elle à des heures impossibles. J'étais trop occupé à essayer de sauver le garage pour remarquer les signes. Les nouveaux vêtements qu'elle disait acheter pour ses présentations, les week-ends à Chicago dont elle revenait pleine d'énergie au lieu d'être fatiguée. Cette façon qu'elle avait de ne plus me demander comment s'était passée ma journée, pour se plaindre à la place, que je sentais l'huile de moteur, que notre maison était trop petite, que les enfants méritaient mieux. Un matin, au début du printemps, elle m'a simplement annoncé qu'elle partait. Elle a dit que Laurent lui proposait un poste dans sa société à Lyon et qu'elle emmenait les enfants. Emma avait 12 ans, une artiste talentueuse qui glissait des dessins sous mon oreiller. Tyler en avait 10, obsédé par la mécanique comme moi, toujours fourré dans le garage à me poser des questions sur les moteurs. Sarah a dit qu'il méritait mieux que notre petite maison, et mieux qu'un père toujours couvert de cambouis et en train de se ruiner. J'ai dit que c'était ici leur foyer, qu'elle ne pouvait pas les emmener comme ça dans un autre pays. Mais elle le pouvait, et elle l'a fait. Le droit de garde international est conçu pour plumer le parent qui reste sur le carreau. Mon avocat était un type fatigué nommé Patterson, qui bossait dans un petit centre commercial miteux. Il a été honnête dès le départ. Il m'a dit que sans beaucoup d'argent, je n'avais aucune chance. Sarah était leur mère. Elle avait un emploi stable à l'étranger. Les tribunaux français privilégieraient le maintien des enfants auprès du parent capable d'offrir une stabilité. Pendant ce temps, moi, j'étais un mécano fauché qui venait de perdre son entreprise et de se déclarer en faillite. C'est comme ça qu'ils verront les choses, m'a-t-il dit. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Les enfants m'appelaient en visio quand ils le pouvaient, mais la connexion était minable. L'image se figeait toutes les 2 secondes à cause du mauvais Wi-Fi dans l'appartement de Laurent. Emma me demandait quand je viendrais les voir, et je répondais que j'y travaillais. Sans mentionner que les avocats spécialisés demandaient 50 000 $ juste pour ouvrir mon dossier. J'ai vendu tout ce que je pouvais pour rassembler de l'argent. Mon pick-up, mes outils, le vieil équipement de Robert, ce n'était pas assez. Je me sentais impuissant. C'est là que maman est morte. Le cancer l'a emportée vite, en 3 mois peut-être. J'avais emménagé chez elle pendant ces dernières semaines et après son décès, je suis resté parce que je n'avais nulle part ailleurs où aller.
L'agent immobilier a fait le tour de la maison avec sa tablette, calculant la surface et la valeur marchande comme si elle mesurait un cadavre. Elle a dit qu'avec les parquets et la structure saine, je pourrais en tirer environ 280 000 $. Peut-être plus si on soignait la mise en scène. Cet argent était ma seule chance pour la bataille de la garde, si j'avais de la chance. Maman m'avait élevé seule après la mort de Robert quand j'avais 25 ans. Elle racontait toujours qu'elle avait quitté le Canada pour s'installer à Duluth au début des années 80, que ses parents étaient morts jeunes et qu'elle n'avait ni frère ni sœur. À l'exception de cette cousine, Carole, en Arizona, à qui nous avions rendu visite 2 fois quand j'étais gosse, elle était très secrète sur tout ce qui datait d'avant Duluth. J'avais remarqué que nous n'avions aucune photo de famille antérieure à 1984, aucune anecdote sur sa vie avant le Minnesota, mais je ne m'en étais jamais vraiment soucié. C'était juste maman, vous savez, quelqu'un de réservé. Mais vider cette maison après sa mort a été un calvaire. Chaque pièce débordait de souvenirs. La salle à manger, là où nous avions passé tous nos Thanksgiving, maman préparait toujours assez de nourriture pour 20 personnes, même quand nous n'étions que 3. La cuisine. Robert m'a appris à réparer un robinet qui fuit quand j'avais 7 ans. Ses mains immenses me montraient les gestes en disant « Tout peut se réparer si on a de la patience et les bons outils. » L'atelier au sous-sol, il a passé des heures à m'enseigner la plomberie et le bricolage. Mon cousin Kevin est venu m'aider à faire les cartons. C'est le neveu de Robert, mais nous avons toujours été proches. Il a apporté un pack de bière et est resté là, la plupart du temps, à boire et à sortir des conneries sur le côté flippant que cette maison avait toujours eu pour lui quand il était gosse. Sur la façon dont maman gardait tout si parfait, comme si elle avait peur de laisser la moindre trace d'elle-même. Je me souviens avoir pensé que c'était une réflexion bizarre, mais je n'avais pas compris. Le 3e jour du débarras, j'étais seul dans le grenier. Kevin était en bas, censé emballer la cuisine. Mais il était probablement juste en train de siffler ses bières. Le grenier avait toujours été le domaine de maman. Même enfant, je devais demander la permission pour y monter. Elle y maintenait une organisation maniaque. Les décorations de Noël dans un coin, étiquetées par année. Les dossiers d'impôts remontant jusqu'à 1984. Rien avant, par contre. J'ai remarqué qu'il n'y avait rien datant d'avant l'époque où elle était devenue Margaret Foster. Je déplaçais une pile de vieux National Geographic quand mon pied est passé à travers une latte de parquet mal fixée. L'endroit exact où le moi de 8 ans cachait ses cartes de baseball et les bonbons volés dans la cuisine. Mais quand je me suis agenouillé, mes doigts ont trouvé quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Coincé entre les solives, il y avait une enveloppe, brune et vieille, scellée avec assez de ruban adhésif pour survivre à une bombe. J'ai crié à Kevin pour lui demander un truc sur de la vieille vaisselle, mais mes yeux restaient rivés sur cette enveloppe. À l'intérieur se trouvait une coupure de presse, si vieille qu'elle tombait en lambeaux. Minneapolis Tribune, 15 octobre 1983. Le titre m'a frappé de plein fouet. La famille d'un éminent homme d'affaires disparaît. La photo en noir et blanc montrait une jeune femme tenant un bambin. La femme ressemblait trait pour trait à ma mère, mais avec 20 ans de moins. La fin de la vingtaine peut-être. Le gosse aurait pu être n'importe quel enfant de 2 ans, mais la légende balaya le moindre doute. Catherine Bennett et son fils Marcus disparus depuis le 12 octobre. Mes mains tremblaient en lisant l'article. Gregory Bennett, propriétaire du Bennett Development Group, était rentré d'un voyage d'affaires pour découvrir que sa femme et son fils étaient partis. Pas de mots, pas d'avertissement, aucun signe de lutte, juste évaporé. La police penchait pour un enlèvement. Bennett offrait 100 000 $ de récompense pour toute information. C'est pas possible, ai-je dit au grenier vide, mais il y avait autre chose sous la coupure de presse. Un acte de naissance avec un sceau officiel. Marcus James Bennett, né le 3 mai 1981, comté de Hennepin, Minnesota. Parents, Gregory William Bennett et Catherine Rose Bennett. Mon véritable acte de naissance, celui que j'avais utilisé toute ma vie, indiquait Marcus James Foster, né le 3 mai 1981 à Toronto, Canada. Parents, Robert et Margaret Foster.
L'un des deux était un mensonge, et je savais lequel. J'ai appelé Kevin pour qu'il monte. Il a grimpé les marches lourdement, comme s'il s'apprêtait à porter un meuble pesant. Mais quand il a vu ma tête, il a arrêté de râler. Je lui ai tendu la coupure de presse. Ses yeux se sont agrandis à mesure qu'il lisait. Il a regardé la photo, puis m'a dévisagé. « C'est dingue », a-t-il dit. « Cette femme, c'est le portrait craché de tante Margaret. »« Parce que c'est elle, » lui ai-je répondu. « C'est ma mère, et ça, c'est moi. » On est resté planté là un instant, à essayer de digérer l'info. « Alors, Robert n'était pas ton vrai père ?» a lâché Kevin lentement. La question flottait dans l'air comme une accusation. Robert Foster, l'homme qui m'avait appris à pêcher sur le lac supérieur, qui m'avait encouragé à chaque match de baseball, qui avait fait des heures sup pour payer mes études. Il n'était pas mon vrai père. C'était quelqu'un que ma mère avait trouvé après sa fuite, quelqu'un prêt à jouer le rôle. « Il doit y avoir une explication, » a dit Kevin. « Ta mère ne t'aurait pas enlevé à ton vrai père comme ça. Il doit y avoir autre chose. » Mais quoi d'autre? Les dates correspondaient, les noms concordaient. Ma mère s'appelait Catherine Bennett, elle était mariée à un homme riche. Puis, il s'était passé quelque chose le 12 octobre 1983 qui l'avait poussée à fuir. Elle m'avait emmené, avait changé nos noms et avait tout recommencé à 3 heures de route plus au nord, à Duluth. Kevin a sorti son téléphone et a commencé à chercher. 5 minutes plus tard, il en est resté bouche bée. La vache! Gregory Bennett pèse 240 millions de dollars. Sa boîte a construit la moitié du centre-ville de Minneapolis. Il est écrit qu'il ne s'est jamais remarié après la disparition de sa famille, qu'il n'a jamais eu d'autres enfants. C'est ton père biologique. Pendant les 3 jours suivants, j'ai fait une fixation sur Gregory Bennett, épluchant tout ce que je trouvais en ligne. J'ai installé mon ordinateur dans le grenier et j'y ai vécu, entouré par les preuves du mensonge de ma mère. Kevin est rentré chez lui, mais il m'a fait promettre de manger autre chose que du café et des biscuits salés. Selon Internet, ce type était une légende de l'immobilier à Minneapolis. Il avait commencé avec un seul immeuble en 1978, avait réussi à en avoir 2, puis 4, puis un empire. Au moment où sa famille a disparu en 83, il possédait déjà 30 propriétés. Aujourd'hui, à 76 ans, sa société détenait des appartements de luxe, d'immenses centres commerciaux et des immeubles de bureaux dans tout le Midwest. Son visage s'affichait partout dans Forbes et les galas de charité. Des cheveux argentés, une mâchoire saillante et ses yeux intenses qui ressemblaient beaucoup trop aux miens. Le milliardaire autodidacte Gregory Bennett fait un don de 10 millions à l'hôpital pour enfants. Ce titre datait de l'année dernière. L'article précisait qu'il ne s'était jamais remarié après la disparition de sa famille en 83 et qu'il n'avait pas eu d'autres enfants. Le journaliste lui demandait pourquoi il donnait autant à des œuvres caritatives pour l'enfance. Sa réponse m'a serré le cœur. Chaque enfant mérite d'être retrouvé. Il n'avait jamais cessé de me chercher. Pas une seule fois en 40 ans. J'ai repris mon téléphone 17 fois avant d'appeler enfin ma tante Carole à Phoenix. Elle a décroché à la 3e sonnerie, la voix chaleureuse et ensoleillée. « Marcus, mon chéri, comment ça se passe, ce ménage ?»« Carole, j'ai besoin que tu me dises la vérité sur maman. » Le silence s'est installé. Je l'entendais respirer, réfléchir. « Quelle vérité, mon chéri ?» J'ai trouvé la coupure de presse de 83. Je sais qu'elle s'appelait Catherine Bennett. Je sais qu'elle m'a enlevé à mon vrai père et qu'on a vécu sous de faux noms toute ma vie. Le silence s'est étiré encore plus longtemps. Quand elle a fini par parler, sa voix semblait avoir vieilli de 10 ans. Elle m'a fait promettre de ne jamais rien te dire. Elle m'a fait jurer le secret. Elle n'est plus là, Carole, et je suis sur le point de perdre mes gosses. Ils vont partir en France parce que je n'ai pas les moyens de me battre pour eux. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment et pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Je l'ai entendue se laisser tomber dans une chaise. Les ressorts ont grincé. C'était en octobre 83. J'habitais à Tucson à l'époque. Je travaillais de nuit à l'hôpital. Vers 3 heures du matin, quelqu'un s'est mis à cogner à ma porte comme un dément. J'ai cru que quelqu'un était mort, mais c'était ta mère. Sauf qu'elle s'appelait Catherine à l'époque, pas Margaret.
Elle te tenait dans ses bras, et vous étiez tous les deux trempés par la pluie. Tu pleurais, tu te cramponnais à elle. Elle tremblait comme une feuille. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était terrifiée, Marcus. Elle avait des bleus partout sur les bras, autour du cou. Elle a dit qu'elle devait disparaître, complètement. Que tu n'étais pas en sécurité, qu'elle avait désespérément besoin de mon aide. C'était Grégory? C'est lui qui lui a fait du mal? Elle ne voulait même pas prononcer son nom. Elle répétait juste « Il nous trouvera, il n'arrêtera jamais de chercher ». Je voulais appeler les flics, mais elle m'a supplié de n'en rien faire. Elle s'est carrément mise à genoux pour me supplier. Elle disait que la police ne pourrait pas la protéger de lui, que les appeler ne feraient qu'empirer les choses. Alors tu l'as aidé à disparaître. Un ami qui travaillait dans l'administration me devait une fière chandelle. On a créé Margaret Foster de toutes pièces. Soi-disant ma cousine du Canada qui avait besoin d'un nouveau départ après une rupture difficile. Ta mère s'est coupé les cheveux, les a teints, elle a appris à parler différemment, s'est entraînée à changer de voix. Elle était incroyable quand il s'agissait de devenir quelqu'un d'autre. Comme si elle s'y était préparée toute sa vie. Et pour Robert? Robert était un cadeau du ciel, a dit Carole doucement. Il venait d'emménager à Duluth, il arrivait du Wisconsin. Il ne connaissait personne. Il a rencontré ta mère lors d'un repas à la paroisse, environ 6 mois après son arrivée. Il a eu le coup de foudre. Elle lui a dit la vérité avant qu'il ne se marie. Elle lui a expliqué qu'elle fuyait quelque chose de dangereux et qu'elle vivait sous un faux nom. Elle a dit qu'elle comprendrait s'il voulait partir, mais il n'a pas hésité une seconde. Il a dit qu'il se fichait du nom qu'elle utilisait ou d'où elle venait, tant qu'elle le laissait l'aimer, elle et toi. Et il m'a élevé en sachant que je n'étais pas de lui. C'était lui ton vrai père, Marcus, dans tout ce qui comptait vraiment. Il t'a choisi, ça veut dire quelque chose. Je dois rencontrer Grégory, je lui ai dit. Mon chéri, non. Ta mère a fui pour une raison. Quelle que soit cette raison, c'était assez grave pour qu'elle abandonne tout. Mes enfants sont partis, Carole. Leur mère les a emmenés dans un autre pays avec un autre homme. Je ne peux pas me battre pour eux parce que je n'ai pas d'argent. Mais Grégory Bennett, lui, en a. Il a du pouvoir et des relations. Peut-être que la famille signifie encore quelque chose après 40 ans. Peut-être qu'il m'aidera. Ou peut-être que je découvrirai pourquoi ma mère était si terrifiée. Après avoir raccroché, je suis resté assis là, à fixer le site web de Grégory Bennett pendant au moins 1 heure. Il y avait un numéro de contact et un email général. Ce serait facile de le joindre. Mais qu'est-ce que j'allais bien pouvoir dire? J'ai écrit une 20aine d'emails avant de tous les supprimer. Finalement, j'ai juste décroché mon téléphone et appelé le numéro principal de la boîte. Une réceptionniste a répondu, très pro. Bennett Development Group, comment puis-je orienter votre appel? Je dois parler à Grégory Bennett, c'est personnel. Monsieur Bennett ne prend pas d'appel personnel, monsieur. Souhaitez-vous parler à son assistant? C'est au sujet du 12 octobre 1983. Dites-lui que c'est Marcus à l'appareil. Il y eut un silence. Un instant, je vous prie. Une musique de crime, du classique, le genre de truc qui coûte cher. Mon cœur cognait si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir. C'était de la folie. Je devrais simplement raccrocher, tout oublier et accepter ma vie telle qu'elle était. Puis, une voix s'est fait entendre, grave et maîtrisée, mais avec une pointe de fêlure sous la surface. Ici Grégory Bennett. C'est vraiment vous? Je m'appelle Marcus. Je suis né le 3 mai 1981. Ma mère s'appelait Catherine. Je l'ai entendu reprendre son souffle, puis un murmure à peine audible. Mon Dieu, après toutes ces années. Où es-tu? Tu es en sécurité? Est-ce que ta mère est avec toi? Il marqua une pause. Elle est morte il y a 6 mois. Un cancer. J'ai découvert la vérité il y a 3 jours, en vidant sa maison. Il faut qu'on se voie. Un silence. Oui, absolument. Peux-tu venir aujourd'hui? Là, tout de suite? Je t'envoie une voiture, un avion, ce qu'il faudra. Il avait l'air dévasté. Son désespoir n'avait rien de fin. 40 ans de vie résumés à cet instant, pensai-je. Je peux conduire jusqu'à Minneapolis.
Donnez-moi, disons, 3 heures. Je t'attendrai. Une pause. Marcus, je n'ai jamais cessé de te chercher. Pas une seule fois en 40 ans. L'immeuble du Bennett Development Group poignardait le ciel de Minneapolis, un immense doigt d'honneur de verre et d'acier à la face de quiconque n'avait pas réussi. 42 étages de pure ambition. L'ascenseur me fit l'effet d'un trajet vers le jour du jugement dernier, chaque étage me rapprochant d'une vérité que je n'étais pas sûr de pouvoir supporter. Son assistante, Margaret, m'accueillit à la sortie. « Monsieur Foster ?» demanda-t-elle. « Monsieur Bennett vous attend dans son bureau privé. » Elle ne scia pas quand je ne la corrigeais pas. Nous avons traversé une réception qui aurait pu engloutir la maison de mon enfance tout entière, passant devant des salles de conférence aux baies vitrées qui s'étiraient à l'infini. Tout ici murmurait l'argent, le pouvoir et la pérennité. Tout ce que maman avait fui. Les portes de son bureau s'ouvrirent et il était là. Gregory Bennett, 76 ans, debout derrière un bureau de la taille d'une petite voiture. Il était plus mince que sur ses photos, son costume de prix flottant sur une carrure qui avait dû être bien plus imposante autrefois. Mais ses yeux étaient vifs, habités, et lorsqu'ils ont croisé les miens, ils se sont remplis de larmes. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Tu es son portrait craché. » Le portrait de Catherine quand je l'ai rencontrée. Nous sommes restés là, figés, tandis que 40 ans de vide se cristallisaient entre nous. Puis il contourna son bureau, lentement, comme s'il craignait que je ne m'évapore s'il bougeait trop vite. « Je t'en prie, assieds-toi. Je peux t'offrir quelque chose? De l'eau? Un café? Je ne sais même pas ce que tu bois. Je ne sais rien de toi. » La douleur dans sa voix était réelle. Je me suis assis dans un fauteuil en cuir qui coûtait probablement plus cher que mon pick-up, tandis qu'il prenait celui en face de moi, délaissant son fauteuil de direction. Il voulait être près de moi, me voir, s'assurer que j'existais vraiment. « Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, commençai-je, je viens tout juste d'apprendre tout ça. Maman est morte il y a 6 mois, et c'est en vidant sa maison que je suis tombé sur la coupure de presse concernant la disparition de votre famille. Concernant notre disparition. » Ses mains tremblaient alors qu'il saisissait une chemise cartonnée sur la table basse. J'ai engagé 12 détectives privés différents en 40 ans. J'ai dépensé plus de 3 millions de dollars. Chaque piste a mené à une impasse. Vous vous étiez volatilisé. Nous étions devenus d'autres personnes. Margaret et Marcus Foster. Elle a épousé un plombier nommé Robert quand j'avais 4 ans. C'est lui qui m'a élevé. J'ai cru que c'était mon père jusqu'à il y a 3 jours. Un plombier, dit-il, sans juger, simplement pour assimiler l'information. Était-elle heureuse? Étais-tu en sécurité? Oui, on a eu une belle vie, simple, mais belle. Alors pourquoi? Sa voix se brisa. Pourquoi s'est-elle enfuie? Qu'est-ce que j'ai pu faire de si grave pour qu'elle doive nous effacer? Je l'observais attentivement. Vous ne le savez vraiment pas? Il avait l'air anéanti. Je me suis torturé avec cette question pendant 40 ans. On se disputait, bien sûr. Je travaillais trop, je voyageais pour les affaires. Mais je l'aimais. Je vous aimais tous les deux, de toutes mes forces. Je ne vous aurais jamais fait de mal. Il me regarda droit dans les yeux. Il y a 15 ans, j'ai engagé un autre genre d'enquêteur. Pas pour vous retrouver, mais pour comprendre pourquoi vous étiez parti. Voici ce qu'il a découvert. Il ouvrit le dossier. Des rapports de police. Chicago, 1979. Une femme nommée Linda Carter déposant une demande d'ordonnance d'éloignement contre Richard Cray. Des photos d'ecchymose sur ses bras. Des dossiers hospitaliers. D'autres blessures. Richard Cray était mon associé, dit Gregory d'une voix glaciale. Il gérait l'aspect financier pendant que je m'occupais de la construction. J'avais une confiance absolue en lui. Trop. D'autres documents. Des plaintes d'employés pour harcèlement. Toutes étouffées avec de l'argent, des accords signés, le silence acheté. Je continuais ma lecture. L'enquêteur a décelé un schéma récurrent. Richard avait cette obsession pour les femmes liées à ses associés. C'était une question de pouvoir, de contrôle, prendre ce qui appartenait à un autre. La mâchoire de Gregory se crispa.
Ta mère était magnifique, gentille, tout ce que Richard n'était pas. Quand elle l'a éconduit, il a insisté. Elle a essayé de me le dire, elle a vraiment essayé. Elle disait que Richard la mettait mal à l'aise, qu'il se pointait à la maison quand j'étais parti, qu'il l'épiait. Et je lui répondais qu'il était juste maladroit, inoffensif. J'étais tellement occupé à bâtir cet empire que je n'ai pas vu le monstre qui se cachait dans mon propre bureau. Un nouveau document. Un rapport de police daté du 11 octobre 1983. La veille de sa fuite, maman avait appelé la police. Cette nuit-là, reprit Grégory, Richard est venu à la maison pendant que j'étais à Tokyo. Il a essayé d'entrer de force. Elle s'est enfermée dans la salle de bain avec toi. Quand la police est arrivée, Richard était parti. Il avait des relations et il a fait disparaître le rapport. Mais mon enquêteur a retrouvé les notes de l'officier de service des années plus tard. Elle pensait que tu étais de mèche, dis-je lentement, ou que tu ne pouvais pas la protéger, malgré tout ton argent et ton pouvoir. Que Richard trouverait toujours un moyen, quoi qu'il arrive. Alors elle s'était enfuie là où l'argent ne pouvait pas l'atteindre. Elle était devenue quelqu'un d'autre, elle s'était volatilisée. Où est Richard maintenant? Mort. Un accident de voiture, en 1992. Il n'a jamais su que j'avais découvert la vérité. Il n'a jamais payé pour ce qu'il nous a volé. Le bureau parut soudain plus étroit. 40 ans de pertes compressées dans une seule pièce. Cet homme en face de moi n'était pas le monstre que maman fuyait. Juste une autre victime, qui s'était demandé pendant 40 ans ce qu'elle avait fait de travers. Ta mère était courageuse, finit-il par dire. Plus courageuse que moi. Elle a tout abandonné pour te protéger. Grégory se pencha vers moi. Marcus, je sais que je ne peux pas rattraper 40 ans, mais tu es là, maintenant. Tu es mon fils, ma seule famille. Et Margaret dit que tu as besoin d'aide pour tes enfants. Les 6 mois qui suivirent? Irréels. Grégory engagea des avocats dans 3 pays différents. Il monta un dossier de garde en béton armé. Il s'avéra que Laurent Moreau n'était pas le gros bonnet qu'il prétendait être. Les gens de Grégory dénichèrent des accusations de fraude en cours en Belgique, de l'évasion fiscale en Suisse, des mariages brisés partout en Europe. Le type qui m'avait volé ma famille n'était qu'un escroc en costume de luxe. La salle d'audience française n'était que marbre et histoire, la justice dans toute sa splendeur européenne. Grégory était assis dans la galerie, sa simple présence imposait le respect. Sans dire un mot, ces 5 avocats présentèrent des preuves qui ne laissaient aucune place au débat. Sarah semblait plus petite que dans mes souvenirs, à côté d'un Laurent qui ne cessait de tirer sur son col comme s'il étouffait. Quand le juge m'accorda la garde exclusive, Emma échappa à la vigilance de l'assistante sociale et courut vers moi, les bras serrés autour de ma taille, en criant « Papa !» assez fort pour que tout le tribunal l'entende. Tyler suivit, essayant de jouer les durs du haut de ses 10 ans, mais les larmes coulaient sur son visage. Ils me dirent tous les deux que je leur avais manqué terriblement. Emma raconta que Laurent était méchant avec eux, qu'il hurlait sur Sarah et qu'elle pleurait tous les soirs. Je regardais Sarah, les yeux fixés au sol. Elle avait tout misé sur un fantasme et elle avait perdu. Laurent s'éloignait déjà, la laissant tomber, seule dans un pays étranger, sans rien. Une partie de moi voulait savourer l'instant, mais je ressentais juste de la tristesse pour cette femme qui avait été mon épouse et qui avait choisi la fuite plutôt que la réparation. Le vol du retour se fit dans le jet de Grégory. Il avait insisté, disant que ses petits-enfants méritaient un peu de confort après tout ça. Emma et Tyler explorèrent l'avion, émerveillés que leur grand-père possède un jet privé et des immeubles à son nom. « Papy Grégory », dit Emma en goûtant les mots. « Ça fait bizarre, on avait un papy Robert ?» « C'est vrai », dit Grégory avec douceur. « Et ton père dit que c'était un grand-père formidable. Je n'essaie pas de le remplacer. » J'espère juste que vous me laisserez vous aimer, moi aussi. De retour à Minneapolis, Grégory nous avait déjà acheté une maison à 3 pâtés de maison de son penthouse, une magnifique demeure coloniale comme celle de Duluth, mais avec des rénovations que je n'aurais jamais pu me payer. « Elle est à toi », dit-il simplement. Assez près pour les dîners du dimanche, assez loin pour que tu aies ta propre vie.
Il proposa de me donner simplement de l'argent pour me mettre à l'abri du besoin à vie. J'ai refusé. J'avais besoin de tracer mon propre chemin. C'est ce que Robert m'avait appris, que le travail honnête était ce qui comptait. C'est ce que Catherine aurait dit, répondit-il, de la fierté dans les yeux. À la place, il m'aida à racheter une petite chaîne d'ateliers auto de luxe spécialisée dans la restauration de voitures de collection haut de gamme. Il s'avère qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans les voitures de collection quand on connaît les bonnes personnes. Les relations de Grégory m'apportèrent plus de travail que je ne pouvais en gérer. En 3 mois, j'ai pu racheter la maison de maman à Duluth. Je ne pouvais pas la vendre, maintenant que je comprenais enfin ce qu'elle représentait. Son refuge, l'endroit où elle s'était sentie capable de m'élever. Certains week-ends, je monte là-bas et je m'assois dans le grenier où tout a basculé. J'ai trouvé d'autres choses cachées dans la maison. Des lettres d'amour de Robert à Margaret, lui promettant de protéger son secret à jamais. Des photos d'anniversaire et de Noël. La preuve d'une famille bâtie sur un mensonge devenu réalité. Emma s'est remise à la peinture. Elle a installé un chevalet dans le bureau de Grégory et observe la ville pendant qu'elle travaille. C'est un portrait de notre famille. Moi, elle, Tyler et Papy Grégory. Mais à l'arrière-plan, elle a peint les ombres de 2 autres personnes. Je lui ai demandé qui c'était. Elle m'a répondu « Papy Robert et Mamie Margaret ». Ils font toujours partie de notre famille, même s'ils ne sont plus là. Tout comme tu faisais toujours partie de la famille de Papy Grégory, même quand tu n'étais plus là. Les enfants pigent des trucs que les adultes s'acharnent à compliquer. Grégory et moi dînons tous les mardis, juste nous deux. Il me raconte les années de recherche, les impasses, les nuits qu'il a passées dans ma chambre de bébé à se demander si j'étais seulement encore en vie. Je lui parle de mon enfance à Duluth, de Robert qui m'apprenait à pêcher sur le lac supérieur, de l'inquiétude constante de maman et de sa peur qu'on frappe à la porte, même des années plus tard. Je lui ai dit qu'elle n'avait jamais cessé d'avoir peur. Grégory a dit, d'une voix très basse, qu'elle ne savait probablement même pas que Richard était mort. Elle pensait sans doute qu'il était toujours là, quelque part, à attendre, à surveiller. Cette coupure de journal, celle qui a tout changé, est encadrée maintenant, accrochée dans mon bureau à côté d'une photo de mariage de maman et Robert. Et une autre de Grégory et Catherine, avant même ma naissance. Toutes ces pièces brisées du passé qui finissent par s'imbriquer, par prendre sens. Maman a fait un choix fou, renoncer à tout ce fric et ce luxe pour la sécurité, pour un peu de paix. Elle a retrouvé l'amour avec un simple plombier, un gars qui ne posait pas de questions et qui lui a donné tout ce qu'il avait. Elle m'a élevé dans un bled paumé du Minnesota, où la pire chose qui pouvait arriver, c'était le verglas sur les routes. Grégory, lui, a fait son propre chemin. Il est passé du mari plaqué à l'homme qui n'a jamais abandonné les recherches, pour finir en grand-père totalement dévoué. Son argent a permis de ramener mes enfants, c'est vrai, mais c'est sa tendresse et sa patience qui font qu'il l'appelle papy et qu'il le pense vraiment. Je comprends, maintenant. La famille, ce n'est pas qu'une question de sang ou de documents officiels. C'est celui qui est là, celui qui reste, celui qui se bat pour toi quand tout fout le camp. Robert était mon père, Grégory est mon père. Les 2 affirmations sont vraies, simultanément. Tout comme maman était à la fois Margaret et Catherine, à la fois la ravisseuse et celle qui m'a mise à l'abri. Parfois, la vérité est un sacré bordel. Ce n'est pas simple. Parfois, l'amour signifie s'enfuir. Parfois, cela signifie chercher éternellement. Et parfois, 40 ans plus tard, cela signifie pardonner. Pardonner les choix faits sous le coup de la peur, les dangers qu'on n'a pas vus venir, les vies qui auraient pu être totalement différentes. Mes enfants sont à la maison, maintenant. Ils ont un grand-père qui est fou d'eux, un père qui s'est battu à l'autre bout du monde pour les récupérer, et des histoires sur des grands-parents qu'ils ne rencontreront jamais, mais qui ont fait d'eux ce qu'ils sont. La vérité. Bancale, compliquée, mais réelle. C'est tout ce qu'on peut offrir à nos gosses, la vérité. Quand ils sont prêts à l'entendre, en tout cas. Et la promesse que, peu importe la distance qu'ils parcourent, peu importe à quel point ils s'égarent, quelqu'un les cherchera toujours, en attendant qu'ils rentrent à la maison.